Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dieu sait que tu es innocent. Le condamné n'y croyait pas, jusqu'à ce que la chaise d'exécution échoue 8 fois. Le 14 juillet 2025. Prison d'État de Franklin, sud des États-Unis. Dans une cellule exiguë aux murs décrépits, écaillée par le temps, Malik Johnson était allongé sur le dos, les yeux rivés au plafond fissuré. Chaque craquelure, chaque imperfection, il les connaissait par cœur. C'était devenu sa seule carte du monde, depuis près de 17 années passées derrière ses barreaux. Des années à compter les jours, les battements de cœur, les battements d'ailes des rares insectes qui osaient s'aventurer dans ce lieu de silence et de mort. Aujourd'hui, ce n'était pas un jour comme les autres. Aujourd'hui était censé être son dernier jour sur Terre. La cellule faisait à peine 9 mètres carrés. Une couche métallique vissée au mur, un mince matelas au ressort fatigué, un lavabo rouillé et des toilettes sans couvercle. Aucune fenêtre. Juste une lucarne en verre renforcée dans la porte en acier, par laquelle un gardien pouvait l'observer à tout moment. La lumière ne s'éteignait jamais dans ce couloir, une veilleuse blafarde restait allumée en permanence, comme si le sommeil devait être puni, comme si même les rêves leur étaient interdits. Malik, 38 ans, était dans l'attente. Mais ce n'était pas une attente ordinaire. Ce n'était pas celle d'une lettre ou d'une visite. C'était l'attente de la mort. Une mort planifiée, administrée par l'État, revêtue d'un vernis de justice. Une mort qu'on lui annonçait depuis tant d'années qu'il en avait presque cessé de la croire réelle. Jusqu'à aujourd'hui. Il se redressa lentement, le visage marqué par les années d'enfermement, le regard perdu, comme si ses pensées dérivaient loin au-delà des murs. Condamné à mort pour le meurtre brutal de Donald et Margaret McKinley, un couple de retraités blancs tués dans leur maison d'un quartier résidentiel du Mississippi, Malik n'avait cessé de clamer son innocence. Mais dans cette ville du Sud, le poids des préjugés avait plus de valeur que les faits. Un jeune homme noir, seul, sans relation, accusé du meurtre de 2 blancs âgés dans une communauté conservatrice. Il n'avait jamais eu la moindre chance. Le procès avait été rapide, les preuves fragiles, les doutes s'étouffaient. On avait voulu un coupable. On avait trouvé un visage à blâmer. Ils vont le faire, murmura-t-il, brisant le silence. Sa voix, rauque, semblait étrangère même à lui. Même si je suis innocent. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur, non. Il avait traversé ce stade depuis longtemps. C'était un tremblement venu de plus loin, une tension accumulée, un désespoir contenu, une fatigue existentielle. Son cœur battait lentement, comme s'il s'économisait pour la dernière ligne droite. À travers la cloison de béton, il entendait le murmure d'un autre condamné, récitant une prière à voix basse. « Seigneur, prends pitié. Que ton royaume vienne. Libère-nous. » Plus loin, les pas réguliers de l'aumônière résonnaient sur le sol en béton. Elle faisait sa tournée quotidienne, récitant des psaumes, portant avec elle une paix fragile que peu osaient regarder en face. Sa voix était douce, presque un chant. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Une odeur lourde d'ozone et de métal oxydé planait dans l'air. C'était l'odeur du système électrique, des câbles vétustes, de la vieille chaise d'exécution que l'on avait réactivée pour l'occasion. Une autre odeur, plus sourde, plus intime, s'ajoutait, celle de la moisissure, de la peur et de la résignation humaine. Un parfum d'homme oublié. Chaque couloir de prison a son propre langage. Celui-ci parlait en silence pesant, en soupirs, en craquement de chaînes. Malik ferma les yeux quelques instants. Il se revit enfant, courant dans les rues de Bâton Rouge, jouant avec ses frères, insouciant. Il revit sa mère, Loretta, le serrant contre elle le jour de son arrestation, hurlant qu'il n'avait rien fait. Et maintenant, il attendait qu'on vienne le chercher. Qu'on le conduise à la chambre d'exécution. Comme on mène un homme à l'abattoir. Mais au fond de lui, une petite voix subsistait. Fragile. Lointaine. Une voix qu'il avait appris à ignorer, mais qui revenait avec insistance. Et si ce n'était pas encore la fin? Malik avait 21 ans lorsqu'il fut arrêté. À cette époque, il était un jeune homme discret, réservé,
au regard curieux, qui rêvait de devenir éducateur sportif. Il étudiait à temps partiel dans un petit collège communautaire du Mississippi, suivant des cours en psychologie et en sciences de l'éducation. Le reste du temps, il travaillait pour une organisation locale à but non lucratif, Meal of Mercy, qui distribuait des repas chauds aux personnes âgées et isolées dans les quartiers populaires et résidentiels. Il aimait ce travail. Il connaissait certains des bénéficiaires par leur prénom, il souriait même aux vieux grincheux. Il y trouvait une forme de mission, une fierté simple, aider, être utile. Le 12 janvier 2008, le jour du drame, il avait effectué sa tournée habituelle, passant par le quartier calme et boisé d'Evergreen Hills, où vivaient Donald et Margaret McKinley, deux retraités blancs respectés, très engagés dans leur église et leur communauté. Il se souvenait parfaitement de sa visite ce jour-là, ou plutôt de son absence. Les McKinley ne figuraient pas sur sa liste, mais il avait déposé un repas chez leur voisin, un certain monsieur Olin, à quelques maisons de là. Mais une coïncidence allait tout changer. Un témoin oculaire, un adolescent de 16 ans nommé Bradley Keller, affirma à la police avoir vu un homme noir avec une veste kaki courir en s'éloignant précipitamment de la maison des McKinley, quelques minutes avant que l'on découvre les corps. Or, Malik portait ce jour-là une veste kaki. Vieille, usée, banale. Comme des milliers d'autres. Il fut arrêté 2 jours plus tard, sans mandat, chez lui, sous les yeux de sa mère. Les policiers n'avaient aucune preuve physique. Pas d'arme du crime. Pas d'empreinte. Pas de traces ADN. Rien. Seulement une silhouette, une couleur de peau, une veste, et une ville avide de réponses. La presse locale s'empara de l'affaire avec une ferveur presque hystérique. Un tueur parmi nous, titrait The Mississippi Herald. Des retraités assassinés à domicile, un suspect noir arrêté. Dans une ville encore marquée par les tensions raciales non résolues, l'accusation devint presque un verdict en soi. L'État assigna à Malik un avocat commis d'office, maître Curtis Doyle, un homme jeune, fraîchement diplômé, qui n'avait jamais plaidé dans une affaire de peine capitale. Débordé, mal préparé, Doyle se heurta à une avalanche de procédures, de dates limites et d'obstacles bureaucratiques. Il tenta de réunir des preuves d'alibi, notamment la déclaration de M. Olin, l'homme à qui Malik avait livré un repas au moment présumé du meurtre. Mais son témoignage fut écarté, car l'homme souffrait de troubles de mémoire et sa parole fut jugée non fiable. Pire encore, l'enregistrement GPS du véhicule de l'association, qui aurait pu prouver la localisation exacte de Malik, fut perdu par le bureau du shérif. Un technicien avoua plus tard l'avoir effacé accidentellement. Doyle, mal conseillé, n'appela même pas Malik à la barre. Il craignait que son client, noir, jeune, émotif, ne s'effondre face à un jury qu'il savait hostile. Le procès ne dura que 4 jours. 4 jours d'audience biaisée, de sous-entendus raciaux à peine dissimulés, d'émotions manipulées par le procureur, Harold S. Barnes, un homme ambitieux qui briguait un poste politique et voulait montrer qu'il ne reculait devant rien pour défendre les innocents. Le jury fut composé de 12 personnes blanches, âgées pour la plupart, toutes issues des quartiers périphériques de la ville. Aucun Afro-Américain ne fut retenu. Les quelques candidats noirs à la sélection furent récusés par le parquet, sous prétexte des opinions biaisées. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était glaciale. Lorsque le procureur Barnes, pointant Malik du doigt, déclara : « Voilà ce que nous défendons. Le droit de vieillir en paix. Pas de mourir sous les coups d'un étranger. » Un murmure d'approbation monta dans le public. La défense n'eut pas les moyens de contrer. Pas d'experts, pas d'enquête privée. Juste Doyle, sa voix tremblante, qui concluait : « Tout ce que nous vous demandons, c'est de regarder les faits. Et de ne pas condamner un jeune homme à mort, pour une veste. » Mais le sort était déjà scellé. Le jury délibéra moins de 6 heures. Quand le juge annonça : « Malik Rashad Johnson, vous êtes reconnu coupable des meurtres de Donald et Margaret McKinley. Vous êtes condamné à mort par la chaise électrique. » Le silence fut brisé par un hurlement déchirant. C'était sa mère, Loretta Johnson, debout, le visage ravagé, les bras tendus vers son fils. « Mon fils est innocent. Vous le savez tous. C'est un mensonge, une erreur. Il est innocent. » 2 agents de sécurité la maîtrisèrent doucement,
mais fermement. Personne ne leva la main pour l'aider. Pas un mot de compassion. Même pas un regard. Dans le couloir de la mort, le temps n'a plus de forme, plus de contour. Il devient un poison lent, une boucle silencieuse où chaque jour ressemble au précédent, au point que même les souvenirs se diluent dans l'oubli. Le réveil ne vient pas d'une clarté du jour, il n'y a pas de fenêtre, mais du claquement d'un plateau glissé à travers la trappe. Un œuf dur. Du pain froid. Du café tiède. La routine de ceux qu'on a déjà condamnés, mais qu'on laisse mourir à petit feu. Pour Malik, les premières années furent les pires. Il tournait en rond dans sa cellule comme un fauve en cage. Ses mains devenaient tremblantes. Son sommeil était haché. Il faisait parfois des cauchemars si violents qu'il se réveillait en hurlant, recroquevillé dans un coin, persuadé que la chaise était déjà là. Mais Malik refusait de sombrer. Il s'était fixé une règle, lire un chapitre par jour, écrire une page par semaine, et ne jamais pleurer devant les gardiens. Il écrivait sur des bouts de papier volés, des lettres jamais envoyées à sa mère, décédée 2 ans après son incarcération, fauchée par un cancer. Elle était partie sans jamais avoir revu son fils libre. Chaque mot qu'il posait sur le papier était une façon de rester humain, de ne pas devenir un simple matricule parmi d'autres, un numéro de cellule dans un système qui broie les visages. Mais la prière, c'était différent. Il priait, oui, mais sans y croire vraiment. Comme un geste mécanique, transmis par son enfance, par sa mère qui lui disait souvent, les soirs d'orage. Dieu veille sur ceux que le monde rejette. Mais à quoi bon prier, pensait-il parfois, quand tout semble sourd à ton appel? C'est sœur Grace Whittaker qui, peu à peu, fit vaciller son mur intérieur. Elle n'avait rien d'impressionnant, une femme blanche, dans la soixantaine, aux cheveux gris toujours attachés, vêtue simplement, avec des lunettes rondes et une voix douce qui portait la tendresse sans jamais forcer l'émotion. Elle était venue un mercredi matin. Elle avait frappé doucement contre la grille de la cellule. « Bonjour, Malik. Je m'appelle Grace. Je viens pour parler, si tu veux. » Il ne répondit pas. Mais elle s'assit sur une chaise, de l'autre côté de la grille, et attendit. 15 minutes. Sans rien dire. Puis elle se leva. « Je reviendrai. » Et elle revint. Chaque semaine. Le même jour. La même heure. Toujours avec un thermos de thé, un petit mot, un sourire. Peu à peu, Malik accepta sa présence. Il ne parlait pas beaucoup au début. Il hochait la tête. Il écoutait. Mais il se surprenait à attendre ses mercredis avec une sorte d'impatience mêlée de honte. Elle ne lui posait jamais de questions trop directes. Elle ne venait pas pour lui imposer Dieu, ou pour le sauver. Elle venait pour l'écouter. Pour voir l'homme qu'il était encore. Un jour, elle lui dit en le regardant droit dans les yeux. Dieu n'oublie personne, Malik. Même quand le monde ferme les yeux. Même quand la justice est sourde. Il détourna le regard. Il ne voulait pas qu'elle voie la colère en lui. Pas contre Dieu. Mais contre ce silence. Ce ciel vide. Cette injustice. Alors pourquoi il a laissé faire ça, lâcha-t-il un jour, à mi-voix. Pourquoi ma mère est morte sans réponse? Pourquoi je suis encore ici, alors que je n'ai rien fait? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, elle sortit de son sac une vieille Bible. Usée. Annotée. Ses pages jaunies semblaient avoir été caressées 1000 fois. Lis le livre de Job. Il a tout perdu. La santé. La famille. La dignité. Il a crié vers Dieu, sans recevoir de réponse. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Elle tendit la Bible entre les barreaux. Toi non plus, Malik. Dieu n'a pas fini avec toi. Ce soir-là, Malik ouvrit la Bible. Lentement. Il lut à voix basse. L'homme né de la femme a la vie courte et pleine de tourments. Il pousse comme une fleur, puis se fane. Il fuit comme l'ombre et ne demeure pas. Il ferma les yeux. Peut-être que Job n'était pas un conte pour lui donner espoir. Peut-être que c'était simplement un miroir. Celui de ceux qui souffrent sans raison mais refusent d'éteindre leur lumière. Il continua de lire. Un verset à la fois. Et pour la première fois depuis longtemps.
Il sentit quelque chose bouger en lui. Rien de miraculeux. Rien de spectaculaire. Mais une miette de foi, infime, discrète, accrochée au bord du gouffre. Le jour de son exécution, tout était prêt. Depuis l'aube, un silence sinistre régnait dans les couloirs de la prison d'État de Franklin. Les pas étaient feutrés, les voix basses, comme si la mort elle-même s'était installée dans l'air. Dans une pièce isolée, des techniciens avaient testé la chaise électrique, baptisée ironiquement « vieille fidèle », utilisée pour la dernière fois 8 ans plus tôt. Elle grinçait encore dans les coins, mais ses câbles avaient été remplacés, son armature réajustée, et les électrodes nettoyées méticuleusement. Tout cela, à la demande insistante des familles des McKinley, ils voulaient une « justice propre ». À 18h40, Malik fut extrait de sa cellule. 2 gardiens encadraient sa marche. Il ne résistait pas. Il ne pleurait pas. Il semblait détaché, comme s'il avait déjà quitté ce monde quelque part entre la condamnation et l'attente. Sa démarche était lente, presque solennelle. Il portait une combinaison blanche, repassée pour l'occasion, et une expression figée sur le visage. Dans la salle d'observation, Rebecca McKinley, la fille du couple assassiné, se tenait au premier rang, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux rouges mais secs. Autour d'elle, des journalistes griffonnaient nerveusement sur leurs carnets. À l'arrière, un procureur à la retraite et 2 policiers d'époque observaient en silence, comme pour refermer un vieux chapitre. Sir Grace Whittaker était aussi là, discrète, les mains jointes sur son chapelet. Elle priait, les larmes silencieuses roulant sur ses joues. Lorsque Malik entra dans la chambre d'exécution, il leva brièvement les yeux vers la vitre. Il ne cligna pas. Son regard balaya la salle sans haine ni crainte. Seulement une immense fatigue. La fatigue d'un homme que l'on avait vidé de ses années, de son nom, de sa voix. Les gardiens l'installèrent dans la chaise. Ils serrèrent les sangles autour de ses poignets, de ses chevilles, de son torse. L'un d'eux posa un tampon imbibé sur son crâne rasé. Le cuir crissa. Un bourdonnement résonna dans les câbles. Le silence devint presque insupportable. Le directeur s'approcha du micro et lut d'une voix monotone. Malik Johnson, numéro 72644. Vous avez été reconnu coupable de double homicide et condamné à mort par le tribunal de ce comté. Avant l'exécution, vous avez le droit de prononcer vos derniers mots. Malik inspira longuement, le regard toujours fixé sur la vitre. Il cligna lentement des yeux. Puis, d'une voix calme et posée, il dit : « Je n'ai jamais tué personne. Et si Dieu existe, qu'il le montre maintenant. » Un murmure parcourut la pièce. Le directeur hocha la tête. Le bourreau, un homme anonyme vêtu d'un masque et d'une visière, posa la main sur la manette. Il l'abaissa. Première tentative. Un bruit sec, presque métallique, claqua dans la salle. Un éclair invisible traversa la pièce, accompagné d'une odeur d'ozone et de plastique chauffé. Mais, rien. Le corps de Malik resta immobile. Pas un spasme. Pas même un sursaut. Les témoins se regardèrent, interdits. Certains pensèrent à un retard. D'autres à un problème technique. Le technicien fronça les sourcils, marmonna quelque chose, puis se pencha sur le boîtier électrique. Il vérifia les fusibles, tapota le tableau de contrôle. Deuxième tentative. Le courant fut envoyé à nouveau. Un bourdonnement grave emplit la pièce, puis s'interrompit, brusquement. Comme si une main invisible avait tiré sur le câble principal. Le directeur de la prison, un homme froid et méthodique, se redressa dans son siège, visiblement agacé. Il jeta un regard appuyé vers l'équipe technique, les bras croisés. Troisième. Quatrième. Cinquième tentative. Le même rituel. Sangles resserrées. Ordre bref. Une impulsion envoyée. Et chaque fois, rien. Pas une étincelle. Pas un frémissement sur le corps de Malik. Il respirait calmement, les yeux ouverts, comme s'il attendait autre chose. Comme s'il savait. Le silence devenait pesant, presque sacré. Dans la salle d'observation, les murmures s'élevaient, timides. Un journaliste se pencha pour demander discrètement à un collègue. « Tu crois que c'est déjà arrivé, ça ?
8 fois? Jamais de mémoire. C'est impossible. 6e tentative. Cette fois, la machine tenta de fonctionner. Les lumières du plafond se mirent à clignoter. Un bourdonnement aigu monta dans l'air, avant qu'un claque sec ne fasse sauter tout le système. La salle plongea brièvement dans l'obscurité. Une voix paniquée s'éleva. Court-circuit général. On doit couper. Puis, plus rien. Pas un mot. Pas un souffle. Pas même un mouvement des gardiens. 7e. 8e tentative. Le directeur, blême, donna malgré tout l'ordre de recommencer. 2 fois. 2 autres échecs. Le corps de Malik restait intact, impassible. Sa respiration régulière. Son visage, paisible. Derrière la vitre, Sir Grace, debout, les mains jointes, observait la scène en silence. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle chuchota, mais dans ce silence absolu, tout le monde entendit. Dieu sait que tu es innocent, Malik. Il ne laissera pas ton sang couler. Rebecca McKinley, la fille des victimes, assise au premier rang, sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'était plus certaine. Tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'on lui avait raconté, vacillait. Un technicien, pâle, s'approcha lentement du directeur. « Monsieur, c'est irréalisable. La machine ne répond plus. Même avec un remplacement de relais, ça prendra des jours. » Le directeur, les poings serrés, se tourna vers le procureur présent. « Il faut contacter le gouverneur. Maintenant. » Malik, toujours sanglé, murmura alors, à mi-voix. « Je suis encore là. Et je n'ai jamais tué personne. Peut-être qu'enfin, quelqu'un m'entendra. » L'exécution fut immédiatement suspendue. Le silence dans la salle était devenu irréel. Même les plus sceptiques, les plus endurcis parmi les témoins n'osaient plus échanger un mot. Le directeur de la prison, Walter Grigg, homme pragmatique et d'ordinaire peu impressionnable, avait pâli. Il ordonna que Malik soit ramené dans sa cellule, pendant qu'une équipe technique soit mobilisée dans l'urgence. Dans les heures qui suivirent, la prison d'État de Peel devint un véritable chantier. L'ingénieur en chef de l'État, un certain docteur Raymond Beck, accompagné d'un groupe d'experts en haute tension, fut dépêché sur place. Ils démontèrent la chaise électrique surnommée avec un sinistre humour « vieille fidèle » pièce par pièce, testant chaque fil, chaque composant. « Cette machine est en parfait état », déclara Beck d'un ton sec devant les caméras. En théorie, elle aurait dû fonctionner. 8 fois. Il n'y a aucune explication technique valable. Les journaux se ruèrent sur l'affaire. Le lendemain, les gros titres se succédaient, oscillant entre sensationnalisme et stupeur. L'exécution qui refuse de se produire. 8 tentatives, 0 volt, la grâce divine pour un condamné? Miracle ou dérèglement? La mort repoussée par la machine elle-même. Mais ce n'était qu'un prélude au véritable choc à venir. 3 jours plus tard, dans une chambre d'hôpital miteuse de l'État voisin, un homme mourait lentement d'un cancer généralisé. Earl Henson. Un nom oublié de la justice, mais pas des archives. Ancien voleur récidiviste, plusieurs fois incarcéré, il avait toujours refusé de collaborer sur de vieilles affaires non élucidées. Mais ce jour-là, rongé par les douleurs et la peur de l'enfer, Earl demanda à l'infirmière de faire venir un pasteur et un avocat. Et une caméra. Le souffle court, le regard vitreux, il parla. « J'ai gardé ça trop longtemps. Je peux pas partir comme ça. » Il raconta tout. C'était lui. Lui et un complice, Charlie Red Donahue, aujourd'hui décédé dans un règlement de compte. Ils avaient pénétré chez les McKinley un soir d'été, pensant que la maison serait vide. Mais la famille était là. La panique. Les cris. La violence. Le sang. C'était pas censé, on voulait juste de l'argent, des bijoux. Mais ça a mal tourné. J'ai paniqué. On les a tués. Tous les 3. Il s'interrompit, ses yeux embués fixant le plafond. Puis, j'ai appris qu'un gars, Malik, avait été arrêté. Jugé. Condamné. Mais j'ai eu peur. Trop peur de crever en tôle. Trop lâche.
Il baissa la tête, les larmes traçant des sillons sur ses joues amaigries. Je peux pas changer le passé. Mais je veux pas que mon âme pourrisse. Malik est innocent. Il l'a toujours été. L'avocat qui assistait à la confession transmit immédiatement l'enregistrement au bureau du procureur. Ce fut un tremblement de terre judiciaire. L'État, contraint par l'onde de choc provoquée par la confession d'Erlenson, ouvrit immédiatement une nouvelle enquête judiciaire. Un élément crucial avait été ignoré pendant toutes ces années, l'ADN retrouvé sous les ongles de Margaret McKinley. Lors du premier procès, cette preuve avait été considérée comme secondaire, voire négligée, faute de moyens ou par indifférence. Mais désormais, cet ADN fut confronté au profil génétique d'Erlenson. Le résultat fut sans appel, une correspondance parfaite. Cette révélation devint le pilier d'une cascade de révisions. Les procureurs durent reconnaître que Malik Johnson avait été victime d'une erreur judiciaire colossale. Son nom fut officiellement lavé. Le dossier fut rouvert. Toutes les charges furent abandonnées. Quelques semaines plus tard, un jugement réhabilita Malik et effaça sa condamnation de la peine de mort. Le 3 septembre 2025, après 17 ans de prison et un combat acharné pour sa liberté, Malik Johnson franchit enfin les portes de la prison. Les médias attendaient en nombre, les caméras braquées sur lui, la lumière crue le forçant à faire face au monde qu'il avait perdu. Il était vêtu d'un simple costume bleu, prêté par une association d'aide aux anciens détenus. Ce costume lui allait étrangement bien, soulignant à la fois sa fragilité et sa dignité retrouvée. Face au micro, il prit une profonde inspiration et s'adressa avec une voix claire, empreinte de gravité mais aussi d'espoir. Ils m'ont pris ma jeunesse. Ma mère est morte pendant que j'étais enfermé, sans jamais savoir la vérité. J'ai tout perdu. Mais je suis vivant. Et aujourd'hui, la vérité est enfin sortie. Des larmes perlaient au coin de ses yeux, mais son regard restait fier, fixe, déterminé. Malik ne retourna jamais dans sa ville natale, où les souvenirs de sa condamnation planaient comme une ombre. Il choisit de s'installer à Chicago, ville plus grande, plus anonyme, mais aussi plus ouverte aux causes qu'il voulait défendre. Rapidement, il se fit un nom comme conférencier inspirant, invité dans des universités, des centres communautaires, des événements consacrés aux droits civiques et à la réforme judiciaire. Puis, il devint le porte-parole d'une fondation nationale dédiée à la lutte contre les erreurs judiciaires et la peine de mort. Parallèlement, il publia un livre qui fit sensation. 8 fois, ils ont essayé de me tuer, Dieu m'a protégé. Dans ses conférences, il terminait toujours par une citation devenue son cri de guerre, un message d'espoir pour tous ceux qui, à tort, souffrent dans l'ombre. Dieu sait que tu es innocent. Même si le monde t'accuse, même si tout semble perdu, la vérité ne peut pas mourir. Malik Johnson était devenu bien plus qu'un homme sauvé. Il était devenu un symbole. Un phare dans la nuit pour tous ceux que la justice avait oubliés.